Aujourd'hui, l'Europe est un marché de libre-échange de marchandises et d'hommes. Elle est la zone la plus libérale du monde devant les États-Unis. Ses dirigeants sont peu connus et ses citoyens ignorent la politique européenne. Les processus d'élection, de nomination des dirigeants sont opaques, l'organisation des nombreuses instances est mal connue. Elle est démesurément complexe. Elle conserve enfin une structure avec des pays éparpillés, qui conservent des intérêts divergents. L'Europe est sous la menace permanente de sa propre inefficacité, de son opacité, car elle génère de la défiance. Mais l'Europe est potentiellement imbattable. Elle est la plus grande puissance économique. Elle est unique et de loin sur le plan de la diversité intellectuelle et culturelle. Elle est en outre une référence démocratique, vecteur de paix. Elle est reconnue comme un leader scientifique. Il ne faut tout d'abord pas oublier qu'elle a connu une histoire longue et semée d'obstacles. Venue d'une idée des Lumières, elle a connu 3 guerres fratricides et meurtrières. À l'issue, elle s'est construite à partir de 1948, par obligation face à l'horreur, par étapes successives, longues et fastidieuses. Elle est devenue un enchevêtrement compliqué, forcément inefficace. La zone euro, c'est 25 États utilisant l'euro. L'Union européenne, c'est 28 États qui délèguent des compétences au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil des ministres, à la Commission européenne, à la Cour de justice. L'espace Schengen, c'est 26 États sans frontières entre eux. L'accord de libre-échange centre-européen est un accord économique, une antichambre pour pays du Sud-Est avant l'intégration à l'Union et l'OTAN. En plus de cette liste d'organisations, en termes d'instances de gouvernance, là aussi, leur nombre et la clarté de leur rôle apparaissent comme problématiques. Le Conseil de l'Europe est une organisation intergouvernementale avec 47 États membres, dont de nombreux pays non européens comme la Turquie, l'Ukraine, la Russie, l'Azerbaïdjan, le Canada, les États-Unis, le Japon, le Mexique. Elle a son siège à Strasbourg, des entités à Paris, à Lisbonne, à Grasse, à Budapest, à Bruxelles, dans les capitales de plusieurs États membres, des bureaux de liaison à New York, à Genève et à Vienne. Les institutions du Conseil de l'Europe sont nombreuses, comme le Comité des ministres, l'Assemblée parlementaire, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, la Conférence des ONG. Elle a un secrétaire général, un commissaire aux droits de l'homme. Alors, face à cette complexité, cette inefficacité, quelle est la vision du PIC ? C'est celle d'une Europe politique qui puisse être forte face aux USA, à la Chine, à la future Inde, à la bombe démographique africaine. Les pays européens seuls n'ont plus assez de poids. Ainsi, l'objectif le plus important aujourd'hui est que l'Europe politique se fasse. La première conséquence sera sa simplification et sa rationalisation en termes d'organisation. Du point de vue de sa structuration, nous sommes favorables à un gouvernement avec des ministères comme la politique étrangère, l'armée, la coordination nationale entre membres, l'économie interne et la stratégie économique externe. Nous souhaitons un président, incarnation du pouvoir, élu par les peuples, une chambre de représentants pour définir les lois européennes, une assemblée des chefs de gouvernement en soutien du gouvernement européen, une indépendance totale vis-à-vis du Conseil européen. Ce dernier a vocation à poursuivre un destin mondial au-delà de la sphère européenne. En termes de souveraineté nationale, les pays européens confient la gestion des dossiers internationaux hors des frontières de l'Union européenne. Ils conservent la souveraineté de leur politique étrangère vis-à-vis des autres pays de l'Union. Il apparaît une politique étrangère intra-européenne gérée par les nations, coordonnée par l'Europe. Les députés européens sont leur relais auprès du gouvernement européen. Ils poursuivent le mouvement de la décentralisation des décisions locales en faveur des régions. Pour ce qui est du rythme de la construction de l'Europe politique, il doit être rapide mais préparé, avec des étapes intermédiaires qui aboutissent à un calendrier présenté au peuple pour familiariser aux décisions supranationales. Cette construction doit s'accompagner d'un gigantesque travail de présentation croisée des peuples, de partage des cultures. Nous nous fixons un horizon à 15 ans. La gouvernance mondiale d'aujourd'hui a peu de pouvoir face aux États. Elle ne possède pas la capacité d'accélérer l'émergence de vérités fondamentales et universelles. Elle n'a pas de pouvoir sur les peuples, sur les gouvernements, sur les personnes d'influence pour promouvoir les lois premières de l'humanité. Pourtant, une gouvernance mondiale est nécessaire pour jouer le rôle de guide dans les grands choix d'orientation liés à l'avenir du monde et de l'humanité. Elle est d'autant plus nécessaire que des regroupements d'États comme celui qu'opèrent les pays européens vont se généraliser.
Les États seront poussés par le besoin de s'allier face aux géants mondiaux comme la Chine, l'Inde et l'Europe donc, mais aussi par la nécessité de regagner du poids face à des sociétés transnationales qui gagnent leur indépendance et dirigent leur destin de plus en plus loin de l'influence des pouvoirs politiques, qui sont pourtant les seuls représentants des peuples et les garants des lois.